Salut, moi c'est Jonathan Boyer, je suis le développeur et le créateur de graphicarts.fr. Graphicarts.fr, c'est à la fois une chaîne YouTube et un site sur lequel je publie des vidéos pour permettre aux gens d'apprendre le métier de développeur web, mais aussi pour les personnes qui font déjà ce métier-là, de s'améliorer dans leur métier et dans leur pratique du développement. Alors la création de Graphicarts, elle était un petit peu particulière parce que à l'origine, c'était quand j'étais en DUT. L'idée, c'était de permettre d'expliquer aux différentes personnes qui étaient dans ma classe les choses. Alors à l'époque, c'était plus des tutoriels en lien avec le graphisme et le design, donc plus des tutoriels Photoshop. Et pour éviter de me répéter systématiquement, j'avais créé cette chaîne sur laquelle je publiais les vidéos pour expliquer une seule fois et que ça serve à un maximum de personnes. Puis finalement, je me suis prêté au jeu et j'ai continué à faire ça et c'est devenu une habitude et ça a grandi avec le temps et c'est quelque chose de plutôt sympa. Pour l'avenir de Graphicarts, je dirais que ce n'est pas forcément évident pour moi parce que c'est toujours quelque chose que j'ai géré au jour le jour. Ce n'est pas forcément quelque chose sur lequel j'ai des plans et j'ai planifié une certaine évolution, un certain futur. Donc techniquement, je le vois dans 10 ans comme il l'est aujourd'hui. Donc continuer à avoir des contenus et si possible, m'allouer un petit peu plus de temps pour essayer de faire des contenus plus travaillés et aider un maximum de personnes. Et pas forcément d'évolution significative, si ce n'est plus de contenu. Un des axes d'évolution que j'ai déjà un petit peu envisagé par le passé, c'est d'essayer de traduire par exemple certaines vidéos en anglais. Finalement, c'est quelque chose avec lequel je ne suis pas forcément à l'aise, déjà parce que ça me demanderait beaucoup plus de travail que ce que je fais aujourd'hui, ce qui est déjà considérable. J'ai du mal avec les tutoriels en français à me trouver du temps. L'autre souci, c'est que j'estime qu'en anglais, on a déjà beaucoup de ressources et la valeur ajoutée de rajouter de nouveaux contenus, je ne la trouve pas forcément ultra pertinente, étant donné que, par exemple, sur les technologies que moi je traite, il y a déjà de gros acteurs anglais et ma plus-value, à mon sens, c'est vraiment le français. Par contre, c'est vrai que je regarde au côté intelligence artificielle et ces nouvelles technologies-là pour voir s'il y a des axes qui me permettraient d'avoir une traduction automatique pour ceux qui sont intéressés. Parce qu'il est vrai que de temps en temps, j'ai des commentaires de personnes anglaises qui tombent sur les ressources, surtout sur des vidéos où il n'y a pas d'équivalent justement en anglais et qui sont un petit peu désemparées par le langage français. Alors au niveau de mon parcours scolaire, ça a été un petit peu erratique au début. Donc j'ai commencé par un bac scientifique parce qu'à l'époque, j'étais bon en maths et donc c'était la suite logique. Et pour moi, il n'y avait que 3 sections. C'était S, L et ES. Ensuite, je suis allé dans une école préparatoire. Donc j'ai fait maths sup que j'ai échoué avec succès. Et à la fin de cette année de maths sup, ils m'ont du coup conseillé d'aller vers une équivalence. Et donc je suis parti en faculté de mathématiques. Où j'ai échoué de la même manière parce que j'étais pas forcément bon en maths. Et pendant cette année-là, j'en ai profité aussi pour donner des cours et me constituer des revenus pour pouvoir ensuite choisir la formation que je voulais faire parce qu'à l'époque, je voulais plus travailler dans la 3D et c'est quelque chose qui coûtait assez cher, donc il me fallait des revenus pour pouvoir faire cette formation-là. Finalement, à la fin de cette année de faculté de mathématiques, j'ai fait un concours pour une école de 3D et j'ai fait un IUT en secours. Et finalement, j'ai été pris pour les deux et j'ai choisi l'IUT parce que financièrement, c'était le moins risqué. Et c'est pendant cette année d'IUT que j'ai découvert le développement. Donc c'était l'équivalent aujourd'hui, c'est DUT MMI, me semble. Du coup, c'était quelque chose où on ne voyait pas forcément spécifiquement le dev, mais c'était généraliste. On a fait un peu de storyboarding, on a vu de l'électricité, on a vu du réseau, on a vu du développement. Et c'est dans cette phase-là où je me suis vraiment intéressé à ce métier-là. Et ensuite, j'ai continué avec une licence pro. Et je me suis arrêté à ce niveau-là parce que ça faisait déjà 5 ans après le bac et je réalisais que les études ne me plaisaient pas forcément parce que ça formait plus vers un rôle de chef de projet qui ne me correspondait pas. Moi, j'étais vraiment plus technique et ce qui m'intéressait, c'était le dev. Et pendant cette année de licence pro, il y a une entreprise qui a posté un concours pour une offre d'emploi. Donc j'ai fait ce concours-là. C'était un exemple assez basique à l'époque. Il fallait juste créer un petit CRUD en PHP. Et j'ai fait cet exercice assez rapidement et ils m'ont tout de suite proposé un entretien et ça a été mon premier poste en tant que développeur. Malheureusement, ce n'est pas un poste qui a duré beaucoup parce qu'il y a eu un licenciement économique, je crois, dans l'année. Du coup, je me suis retrouvé à faire le choix. Donc, j'ai dû m'inscrire au chômage et finalement, c'était trop pénible et j'ai préféré partir en freelance. J'avais quand même quelques petits clients que je m'étais constitués au fur et à mesure de mes études, mais aussi pendant cette expérience professionnelle. Donc directement après ce licenciement, je suis devenu freelance
et ça n'a pas changé de plus. Au niveau du freelance, la question c'est souvent est-ce que j'ai pas envie de revenir vers du salariat? Alors c'est vrai que mon expérience dans une entreprise elle est relativement courte, donc j'ai pas forcément beaucoup de points de comparaison. Mais aujourd'hui, je trouve que le freelance m'offre une assez grande liberté dans les horaires et dans ce que je fais. Donc l'avantage, c'est que je peux jongler à la fois avec les projets que j'ai à faire avec les clients et aussi continuer à faire avancer le site. Chose qui est assez difficile à conjuguer lorsque justement j'avais ce salariat parce que ça m'obligeait à m'occuper du site le soir et les week-ends, ce qui entraînait beaucoup de travail et c'était quasiment ingérable. Et après, aujourd'hui, il y a aussi la souplesse horaire. Alors, je sais que certaines entreprises proposent cette souplesse-là, mais il y a vraiment ce fait-là en freelance de pouvoir choisir quand on travaille, même si ça a un effet un peu pervers où on travaille plus que nécessaire. Mais c'est quelque chose qui est quand même agréable de pouvoir se libérer une après-midi ou un week-end si on en a rêve. Alors, au niveau de la scolarité, j'ai pas forcément eu de problème majeur dans ma scolarité. J'ai toujours senti par contre que j'étais un petit peu à l'écart d'un point de vue social, mais ça allait quand même. C'est juste qu'on est avec des personnes qui nous correspondent. Et après, c'était plus au niveau du lycée où c'était moins top. C'était pas forcément une période que j'ai super appréciée. Mais après, dans les études supérieures, vu que on est entouré de personnes qui ont les mêmes centres d'intérêt que nous, c'est beaucoup plus agréable. Même en maths sup et en faculté de maths où c'était pas forcément quelque chose où j'étais très bon, l'ambiance qui régnait était super intéressante et moi, c'est vraiment des périodes que j'ai beaucoup aimées. Et on a fait beaucoup de choses et à refaire. Une question qui revient souvent, c'est pourquoi je continue à faire du freelance et pourquoi je ne m'occupe pas à 100% du site. En fait, c'est pour moi un équilibre qui fonctionne dans le sens où le fait de faire des missions freelance me permet de continuer à acquérir des compétences et à voir la réalité du métier. Et ensuite, ça, c'est ce que je peux appliquer dans les tutoriels et faire apprendre de nouvelles choses. Je l'ai vu quand j'étais par exemple en DUT, on avait des vacataires, donc ce sont des professeurs qui sortent du milieu professionnel et eux en général donnaient de meilleurs cours que les professeurs qui étaient entièrement consacrés aux cours. Parce que le problème c'est que en étant détachés du milieu réel, nos connaissances deviennent de plus en plus vieilles et finalement ce qu'on enseigne ne correspond plus à la réalité du métier. L'autre chose c'est que, mais là c'est plus un point de vue personnel, je ne suis pas sûr d'avoir la motivation suffisante pour être entièrement dédié à ma chaîne. Je sais qu'il y a des moments où je n'ai pas forcément d'inspiration, pas d'idée. Et l'avantage, c'est que dans ces moments-là, je peux plus me consacrer à mes missions et au freelance. J'ai peur que si je venais à me concentrer entièrement sur la chaîne, j'aurais une logique où je serais obligé de publier à une certaine fréquence, chercher peut-être des contenus qui seraient moins intéressants et qui, pour moi en tout cas, auraient une valeur pédagogique qui serait moindre par rapport aux autres. Donc là, je trouve que c'est bien parce que ça me permet justement de choisir mon rythme et de ne pas être pressé ni par l'un ou l'autre de mes activités. Surtout sur YouTube où, par exemple, pour qu'il y ait de la rémunération, pour qu'il y ait des revenus et des sponsoring, typiquement, ça implique d'avoir une certaine régularité, d'avoir une certaine audience et du coup, c'est un petit peu une recherche en avant de toujours aller vers cette optique-là. Et le problème, c'est que ça peut pousser parfois à faire des contenus sur des choses dans lesquelles on croit moins et à mon sens, ça dilue la qualité et la valeur de la chaîne. Après, je sais que d'un point de vue utilisateur, les gens sont habitués maintenant à avoir du contenu assez fréquemment et à avoir beaucoup de contenu, mais à mon sens, ce n'est pas forcément quelque chose vers lequel je penche. Alors, un des problèmes d'avoir ces deux activités en simultané, c'est justement que parfois il y en a une qui va prendre plus de temps que l'autre. Je dirais qu'en général, je privilégie quand même une des deux activités, c'est-à-dire pour moi, c'est le freelance qui est, je dirais pas forcément le plus important, mais qui, d'un point de vue horaire, l'est. Vu que j'ai des deadlines et j'ai des clients qui ont des attentes, je m'impose plus de consacrer du temps à eux. Par contre, ça a un impact forcément sur le site parce que quand je veux publier une formation, c'est quelque chose qui prend beaucoup de temps et si j'ai des missions en parallèle, ce n'est pas forcément des choses que j'arrive correctement à mixer. Donc ce qui se passe, c'est qu'il y a des moments où je vais moins accepter de missions, essayer de me trouver une période de 1 ou 2 semaines dans laquelle je vais pouvoir vraiment enregistrer une formation complète et m'allouer du temps. Je dirais qu'en fait, pour arriver à jongler entre les deux, le tout, c'est de bien agencer son temps. Donc l'avantage, c'est que dans les missions que moi je prends en freelance, j'ai tendance à ne pas prendre des missions sur du trop long terme. Donc c'est pour ça que je ne prends pas des missions de plus de 2 ou 3 semaines, parce que ça me permet justement d'avoir la fluidité entre deux missions, de pouvoir enregistrer du contenu et avancer.
Donc effectivement, c'est difficile et parfois il y en a un qui empathie par rapport à l'autre, mais à l'usage, je trouve que j'ai trouvé mon rythme. Le site a aussi un avantage pour moi, c'est qu'il me sert aujourd'hui de portfolio. Alors, ce n'est pas le cas pour tous les clients que j'ai en freelance, mais il y a pas mal de clients qui, en fait, m'ont connu et qui m'ont découvert via Graphic Art et qui, du coup, connaissent à l'avance mes compétences. Et ça me permet d'éviter de me galérer à justement devoir prouver ce que je sais faire et comment avancer. Pour un nouveau type de mission que je fais depuis quelques temps maintenant, ce sont des missions d'audit. Du coup, elles s'intègrent assez bien avec Graphic Art parce qu'ils voient ma qualité en tant que formateur et ma capacité à expliquer les choses. Et pour ces missions d'audit, où justement l'intérêt c'est de permettre à une équipe d'avancer et de gagner en compétences, au-delà d'être bon techniquement, être bon dans sa capacité à expliquer les choses, c'est important. Ça prouve aussi mes capacités sur les technologies que je traite, donc ça me permet de trouver des missions. Donc dans l'autre sens, ça marche aussi, Graphic Art me permet d'améliorer mon activité en tant que freelance. Un des problèmes que j'ai eu justement avec le fait de jongler sur les activités, c'est à un moment donné d'avoir du mal justement à bien gérer le temps et que ça a impacté des clients. Je sais que j'ai travaillé par exemple avec des agences qui ont souvent des impératifs de temps et j'étais un petit peu moins patient qu'aujourd'hui à l'époque. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai été un petit peu sec avec les clients. J'étais un petit peu plus direct que ce que je suis aujourd'hui. J'avais tendance à moins se mettre les formes. Et donc on va dire qu'il y a certaines expériences où ça ne s'est pas forcément bien passé. Aujourd'hui, j'ai appris à mettre de l'eau dans mon vin. Une partie importante du freelancing, c'est justement la communication et la gestion de projet. J'avais tendance à penser qu'en tant que développeur freelance, notre seul objectif, c'était le développement, mais aussi cette partie organisation du temps et essayer de communiquer avec le client au maximum. Et c'est quelque chose qui est important pour l'activité. Donc je dirais que les pires erreurs que j'ai pu faire à ce niveau-là en tant que freelance, ça a été de ne pas assez respecter le client ou de ne pas assez être clair avec mes problèmes de temps ou mon avancement sur un projet. Voilà, c'est quelque chose qui s'était passé il y a un petit moment de ça, mais aujourd'hui, je suis beaucoup plus organisé et il faut faire attention à ça. Le côté relationnel est assez important dans l'activité. Au niveau de Graphic Art aussi, alors je ne sais pas si je peux vraiment appeler ça une erreur parce que même aujourd'hui, je reconsidère si c'est un bon choix ou pas. Je dirais que c'est le fait de m'être assez isolé au niveau des collaborations et au niveau du partage. Même au niveau du sponsoring, c'est quelque chose que j'ai tendance à rejeter très souvent. Et je me dis qu'aujourd'hui, c'est quelque chose qui peut être, qui aurait pu mieux marcher et qui m'aurait peut-être permis d'avoir un peu plus de visibilité et de changer un petit peu la chaîne. Là, à l'heure actuelle, le principal problème que j'ai, c'est que finalement, la chaîne est beaucoup liée à ma personne à moi, ce qui fait que c'est assez difficile de faire entrer des personnes. Typiquement, il y a un moment donné sur le site, je permettais à d'autres personnes de publier des tutos et c'était quelque chose qui n'était pas forcément bien compris par la communauté parce qu'ils ne comprenaient pas pourquoi ce n'était pas mes vidéos à moi. Donc je dirais qu'il y avait peut-être cet axe-là de développement qui... Alors, comme je dis, je ne suis pas sûr que ça soit entièrement une erreur parce que j'aime bien aussi aujourd'hui que ça soit mon site soit moi, mais c'est quelque chose qui aurait pu peut-être faire un développement différent de ma chaîne et j'aurais été curieux de savoir ce que ça aurait pu donner. D'un autre côté, je suis aussi très strict en termes de qualité et même par exemple pour le montage, je sais que j'ai essayé de faire appel à des tiers pour m'aider à faire le montage, mais j'aime ma façon de monter et j'ai du mal à déléguer, à faire confiance à d'autres personnes, donc c'est à la fois une erreur et quelque chose que je ne sais pas si je l'aurais changé si j'avais l'occasion de le refaire. Une chose sur laquelle les gens s'interrogent pas mal, c'est pourquoi Graphic Art reste un peu ce qu'il est, pourquoi ça ne devient pas quelque chose d'un petit peu plus gros, un petit peu format entreprise avec peut-être des créateurs qui seraient embauchés et ce genre de choses. Personnellement, je ne me vois pas comme un entrepreneur, c'est-à-dire que j'ai commencé ces vidéos au moment où j'étais en DUT pour aider les personnes et finalement c'est quelque chose qui a pris progressivement de l'ampleur. Et même aujourd'hui, j'ai quand même du mal à réaliser qu'il y a autant de personnes qui suivent et autant de personnes que ça a pu impacter. Et pour moi, finalement, Graphic Art reste le site que j'ai créé il y a plus de 10 ans. Et j'ai du mal à le voir différemment que comme ça. Et après, au-delà de ça, je ne suis pas forcément quelqu'un qui a beaucoup d'ambition. Et les choses telles qu'elles sont aujourd'hui me vont très bien. Donc moi, personnellement, je ne me vois pas une âme d'entrepreneur. C'est-à-dire que mon objectif dans la vie n'est pas d'aller créer quelque chose de plus complet que ça. C'est d'avoir un niveau de vie qui est suffisant pour faire ce que j'aime et ça me suffit amplement. Je sais que ce n'est pas forcément le cas de tout le monde. Je tiens à préciser, ce n'est pas ici un jugement de valeur. Je ne critique pas les gens qui sont comme ça.
Mais en tout cas, ce n'est pas du tout ma philosophie de vie et c'est pour ça que Graphic Art est ce qu'il est aujourd'hui et que ça me convient et qu'il y a de fortes chances que ça évolue assez peu, malheureusement pour ceux qui aimeraient que ça grandisse un petit peu. Aujourd'hui, avec les films qui parlent de multiverse, on a souvent cette vision d'une réalité alternative et on peut se poser la question du coup de est-ce que j'aurais fait les choses différemment? Moi, c'est vraiment des questions que je me pose tout le temps. Par exemple, quand je suis sorti du bac, j'ai eu le choix entre soit faire maths sup, soit faire une école préparatoire intégrée et je me demande toujours qu'est-ce qu'aurait été ma vie si j'avais choisi cette voie-là. Concrètement, je n'ai pas forcément de regrets vis-à-vis de ça, mais c'est vrai qu'une part de moi est quand même très très curieuse de savoir qu'est-ce que ça aurait donné si j'avais voulu et persisté dans le travail de l'animation 3D et de l'animation. Est-ce que ça aurait été quelque chose qui aurait marché? Comme je dis, ce n'est pas quelque chose que je regrette parce que le développement, c'est un domaine où il y a beaucoup de travail et c'est un domaine où c'est plutôt facile par rapport à de l'animation par exemple. Mais c'est vrai que j'ai toujours une interrogation et c'est pour ça que de temps en temps, j'ai des petites rechutes où je me reforme un petit peu dans ce domaine-là parce que c'est toujours quand même quelque chose qui reste intéressant. Mais le problème, c'est qu'effectivement, avec l'évolution, on a de moins en moins de temps et donc c'est de plus en plus difficile d'explorer des voies qui nous plaisaient par le passé. Donc j'ai toujours cette interrogation-là de voir ce qu'aurait été ma vie si j'avais justement choisi des parcours de formation différentes. Après, pour un petit peu plus loin dans ma carrière, je me pose la question de est-ce que le côté freelance, avoir bifurqué sur le freelance très tôt et avoir passé beaucoup d'années en freelance, au niveau des interactions sociales, ça n'aurait pas été mieux de faire un petit peu plus d'entreprise pour me faire des amis différents et à connaître un petit peu plus de choses. Même si aujourd'hui, je n'ai pas forcément de problème à ce niveau-là, mais l'expérience professionnelle, j'ai l'impression qu'elle a été un petit peu trop courte. Et même dans les vidéos que je fais, où j'ai du mal à en parler parce que finalement, je n'ai connu que quelques mois en entreprise et je ne sais pas comment ça se passe réellement aujourd'hui. Donc il y a peut-être ce moment-là, mais à chaque fois que je me dis, tiens, je tenterais bien de reprendre un métier, enfin un format de métier classique, je me dis que je suis quand même très bien en freelance. Si j'étais en face du moi jeune insouciant à 18 ans, je ne sais pas trop ce que je lui dirais en vrai parce que finalement, je suis content de là où j'en suis aujourd'hui. Déjà, je lui donnerais, je pense, les chiffres gagnants des quelques lotos pour lui simplifier un petit peu la vie. Mais je pense que par rapport aux années scolaires que j'ai connues, peut-être au niveau de maths sup, par exemple, je sais que j'ai échoué et que finalement, c'est essentiellement pas forcément parce que c'était difficile, mais parce que c'était quelque chose où j'étais pas forcément très intéressé. Donc lui dire que s'accrocher un petit peu plus dans les études, même si peut-être ça aurait donné un futur différent. Et après, j'ai pas forcément de conseils supplémentaires à donner. Donc aujourd'hui, si je devais dire une chose aux personnes qui se lancent dans ce domaine-là ou qui sont intéressées par ce domaine-là, la première chose, c'est de bien vérifier si c'est quelque chose qui vous passionne, parce que le développement, c'est quand même un métier particulier. C'est un métier où il y a beaucoup de logique et de réflexion. De faire attention à comment il est représenté surtout, parce que souvent, on a de fausses images, que ce soit à travers des personnes qui parlent du métier, mais aussi, même dans les tutoriels que moi je fais, vous avez cette image de quelqu'un qui avance systématiquement. Il y a une grosse partie du métier où ça va être des bugs, des problèmes, se casser la tête sur des choses et ça peut être quelque chose qui est une expérience qui est assez frustrante et finalement c'est quelque chose qui peut ne pas vous convenir. Donc je dirais qu'il faut avant tout que ça commence par une passion et si vous avez cette passion-là, de vraiment persister parce que c'est ce qui va vous permettre de faire la différence et de vous investir dans ce domaine-là. D'un autre côté, je dirais attention à ne pas trop s'investir, ne pas faire du développement votre principale activité de manière générale et de toujours privilégier aussi votre confort et votre esprit. Ne partez pas en burn-out. J'ai vu trop de personnes qui, en voyant le développement effectivement comme une passion, ont commencé à travailler soir et week-end et finalement ne plus s'allouer de temps à eux. Et après, le problème d'un burn-out, c'est que c'est assez difficile d'en sortir. Donc je dirais, soyez passionnés, mais ne le soyez pas trop non plus. Donc voilà, c'était mon portrait pour Believe Me.